Métro, boulot, gynéco. Le micro des gynécos, les podcasts de la GOF. Bienvenue sur le micro des gynécos. Aujourd'hui, nous lançons un tout nouveau format dédié aux internes et jeunes chefs où ils viennent partager leurs travaux de recherche et leurs contributions à l'évolution des pratiques médicales. Pour ce premier épisode, Océane reçoit Taïna Flukiger, interne aux hôpitaux universitaires de Genève. Elle a conçu le premier protocole sur la diminution des mouvements actifs fœtaux, MAF, pour le HUG. Si vous souhaitez vous aussi présenter vos travaux et participer à l'aventure du podcast, n'hésitez pas à nous contacter. Bonjour Taïna, bonjour Dr Flukiger. Je suis ravie de te recevoir aujourd'hui sur notre chaîne podcast Le Micro des Gynécos. Bonjour. Alors, si tu es d'accord, on va, comme prévu aujourd'hui, discuter de la diminution des MAF, des mouvements actifs fœtaux, et notamment quelles complications sont classiquement évoquées, peuvent être révélées par une diminution de MAF. Quelles complications craint-on quand une patiente consulte pour ce motif aux urgences? Face à cette question, j'ai répertorié en 2 classes de complications. Les complications néonatales et les complications plus sur le plan obstétrical. Pour ce qui est des complications néonatales, je me suis surtout référée à une méta-analyse qui date de 2022, qui est parue dans un journal qui s'appelle Midwifery, qui regroupe à peu près 39 études. C'est vrai qu'on peut trouver différentes choses dans les complications révélées par la diminution des mouvements fœtaux. La principale qu'on retrouve et ce qui fait assez sens, c'est la mort in utero. On sait qu'en général, quand une patiente consulte pour une baisse des mouvements fœtaux, ou en tout cas que parfois la patiente qui vient consulter, où on révèle du coup un décès fœtal, au moment de la consultation, la patiente avait mentionné une diminution des mouvements fœtaux en général auparavant. C'est une des complications associées qui est à peu près 3 fois plus élevée quand une patiente consulte pour une baisse des mouvements fœtaux. On retrouve aussi plus de bébés avec des RCU ou des petits poids pour la gestationnelle, donc on dit les PAG, PAG. Ça aussi, ça fait partie des complications associées qui peuvent être révélées par une patiente qui vient consulter pour ce motif. Et dans certaines études, on peut retrouver aussi plus d'acidose métabolique. Ça, c'est un petit peu les principales complications qu'on retrouve. On sait que les patientes qui consultent pour diminution des MAF, une partie va être déclenchée pour ce motif, et une autre partie est probablement en début de travail. Alors, tu évoquais les complications obstétricales, quand c'est plus prépondérante chez les patientes qui consultent pour ce motif. Peux-tu nous dire lesquelles? Pour ce qui est plus des complications obstétricales, on retrouve en général dans cette catégorie de patientes qui vient consulter pour ce motif, en général plus de recours à une nécessité d'instrumentation, donc que ce soit par ventouse ou par forceps, peu importe le moyen. On a également plus de césariennes et plus de césariennes entre autres en urgence. Après, il peut y avoir, selon les articles, différents facteurs de risque qui y sont associés, mais ça c'est plus pour une question suivante éventuellement. On sait par contre, et ça je peux peut-être le mentionner, qu'il y a pas d'augmentation significative, enfin de différence significative entre des patientes, quand on classifie les patientes avec la baisse des mouvements fœtaux ou des patients de contrôle, pour ce qui est de l'Apgar et des admissions des nouveau-nés en soins intensifs. Ça reste, on n'a pas de différence significative entre les 2 groupes. Et pour la mort in utero, du coup, c'est 3 fois plus de morts in utero parmi celles qui consultent pour diminution des MAF que parmi celles qui consultent pour un autre motif, c'est ça? Ou Exactement. et est-ce qu'on sait du coup quelle proportion ça représente parmi les patientes qui consultent pour diminution des MAF? En général, dans ce qu'on retrouve dans la littérature, ça représente 5 à 6 des consultations aux urgences. Après ça, c'est un petit peu ce qu'on retrouve, c'est un peu les chiffres qu'on a aussi dans l'hôpital, pour vous donner, un petit peu un ordre d'idée. Dans l'hôpital, où je travaille, c'est à peu près 1 consultation par jour pour ce motif. À Genève, où il y a du coup à peu près 4 200 accouchements par an. Je pense que c'est 6 je l'ai pas mentionné, mais c'est plutôt pour les patientes au 3e trimestre, si jamais. D'accord. Est-ce que tu as quelque chose à nous dire concernant la place des Dopplers fœtaux dans le contexte de la diminution des mouvements actifs?
On pourrait aussi discuter de la place du manning. Est-ce qu'on est obligé d'établir un score de manning ou pas? Quels sont les éléments les plus importants? Et l'apport des Doppler. Alors, c'est un sujet, vaste. Pour ce qui est déjà, on va discuter d'abord des Doppler. Donc, en 2 parties. Pour ce qui est du Doppler ombilical, bon, malheureusement, il y a assez peu d'études sur, la diminution des mouvements fœtaux et l'utilisation des Doppler, que ce soit le Doppler ombilical ou l'ACM, donc l'artère cérébrale moyenne. On sait, dans ce qu'on retrouve dans la littérature et de ce qui est prouvé, disons, c'est que c'est un bon outil d'aide décisionnelle pour les grossesses à haut risque. Donc ça a été prouvé, notamment pour l'aide au dépistage des RCU, des petits pour l'âge gestationnel. Ça va être un outil utile, dans le suivi échographique pour, les différentes prises en charge. Par contre, son rôle pour les patientes, pour les grossesses à bas risque, il est pas démontré. Donc ça, c'est ce qu'on retrouve un petit peu dans les différentes études. Dans le contexte de la diminution des mouvements fœtaux, ça peut être des patientes qui sont considérées comme, ayant une grossesse à bas risque, donc pas forcément dans la catégorie haut risque. Par contre, on sait que, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, une des complications qui peut être révélée par la diminution des mouvements fœtaux, c'est justement qu'on a, chez ces patientes-là, on peut découvrir un petit peu plus de RCU, de petits pour la gestationnelle. Et dans ce contexte-là, on peut se poser la question, justement de céder des Doppler pour pouvoir, détecter aussi ces patientes-là. Puis il y a toujours le quid de les considérer haut risque quand elles consultent pour ce motif. Quand elles Oui. commencent à venir consulter pour ça. Pour ce qui est des études qui ont été faites sur justement le lien entre est-ce que l'utilisation des Doppler pourrait en fait, aider à orienter, ces patientes qui viennent consulter pour la diminution des mouvements fœtaux? Bon, malheureusement, c'est des études, j'en ai trouvé que 2 qui sont, plutôt pertinentes. Elles sont des études anciennes. Une date de 1997, une autre date de 2002. Déjà, ce qu'on retrouve, c'est que finalement, on a peu de Doppler ombilical retrouvés comme anormal parce que c'est une prévalence qui est faible justement chez les patientes à bas risque. Donc c'est une découverte qui est rare. Autour de quelle prévalence? J'ai les chiffres, c'est 0,2 et 1,4 pour l'autre étude. OK. Donc assez faible en fait, le pourcentage Oui. de Doppler ombilicopathologiques qu'on va retrouver. Donc une découverte qui reste rare, mais si on la retrouve par contre, à ce moment-là, on peut considérer que c'est une anomalie qui est significative et qui peut être utile. Mais dans l'ensemble, c'est pas prouvé que du coup l'utilisation du Doppler permet, de pouvoir, diminuer le risque de complications ou de mauvais outcomes chez ces patientes. Chez les patientes qui consultent pour diminution des masses, hein, c'est ça? Oui. Exactement. Ouais. Pour ce qui est du rapport cérébro-placentaire, donc on fait le calcul en fait, on mesure le Doppler au niveau de l'artère cérébrale moyenne, qu'on divise par rapport au Doppler ombilical. Et en fait, plus, ce rapport va être diminué, plus c'est associé à un risque augmenté de, morbidité et mortalité néonatale. Ça, c'est ce qu'on retrouve. Encore une fois, son utilisation, elle est débattue, pour les grossesses, à bas risque. Pour qu'il y ait du lien entre, l'utilisation du Doppler, donc du rapport cérébro-placentaire en lien avec, les patientes qui consultent pour une diminution des mouvements fœtaux, il y a 2 études principales, à ce sujet. De nouveau, assez peu de choses dans la littérature. Une étude de 2018 et une autre étude de 2020 qui montrent que le rapport cérébro-placentaire peut être corrélé à la diminution des mouvements fœtaux et que ce serait même, en fait, un facteur indépendant dans la prédiction de mauvais outcomes. Donc c'est-à-dire le pH, l'APGAR, l'admission aux soins intensifs pour les nouveau-nés. Un rôle indépendant, ça veut dire que finalement, on pourrait presque se baser sur ça, même quand on a, par exemple, c'est juste un exemple, hein, mais un CTG qui serait, normal. Si on a un index cérébro-placentaire pathologique, ça pourrait nous orienter quand même pour se dire: «Attention, peut-être qu'il y a quelque chose d'autre à rechercher, c'est chez ce bébé». Mais encore une fois, c'est avec, peu d'études, peu de preuves à l'appui pour l'utilisation de ce Doppler. Donc, je pense que ce qu'il faut retenir, que ce soit pour le Doppler ombilical ou pour, l'utilisation du rapport cérébro-placentaire, c'est que finalement, ça peut être un bon outil d'aide décisionnelle. Ça veut dire qu'on peut les mesurer, qu'il faut, comment dire? S'il va être pathologique, ça peut nous orienter, nous mettre la puce à l'oreille sur, voilà, par exemple, essayer de bien rechercher les facteurs de risque chez cette patiente, essayer d'avoir un poids fœtal aussi, récent qui pourrait nous indiquer qu'on est face à une patiente, qui pourrait présenter par exemple un RCU ou d'autres anomalies, placentaires.
Tout à fait. Et puis, a priori, j'ai vu qu'il y a des Hollandais qui ont lancé un essai contrôlé randomisé sur le sujet, l'étude CEPRA. Donc, on attendra leurs résultats, voir ce qu'ils ont retrouvé comme apport ou pas de l'ICP chez les patientes qui consultent pour diminution des masses. Oui, alors je peux peut-être juste j'ai oublié de mentionner quelque chose d'important, peut-être juste pour les 2 études dont j'ai parlé, pour le rapport cérébro-placentaire. Ces 2 études, donc la première, enfin les 2 en fait ont montré un lien, donc comme quoi l'index cérébro-placentaire pouvait être corrélé à cette diminution des mouvements fœtaux, mais c'est aussi encore une fois à prendre avec des pincettes parce qu'il s'agit d'une population, hem, qui a consulté à plusieurs reprises pour une diminution des mouvements fœtaux et donc ça, c'est quand même un facteur de risque majeur pour, des patientes qui risquent de présenter justement de mauvais outcomes ou plus de complications. Oui, tout à fait. C'est pour ça qu'après, chaque hôpital a son protocole, mais il y a beaucoup de centres qui proposent d'ajouter les Doppler, en tout cas quand c'est une récidive, une persistance, des diminutions des mouvements, et cetera. Après, c'est vrai que pour le compte des mouvements actifs, par contre, pas beaucoup de preuves que ça apporte quoi que ce soit, même si on pourrait toujours se dire que c'est pas forcément bien expliqué aux patientes, et cetera. Et le score de Manning, t'en pensais quoi après la revue de littérature? Pour ce qui est du score de Manning, donc son utilisation pour, la réduction de la mortalité, morbidité périnatale, elle est pas prouvée. C'est un examen qui reste opérateur dépendant et qui peut mener aussi à une perte de temps parce qu'il est basé sur 30 minutes. Tout à fait, et c'est pour ça que on regrette parfois dans certains centres de perdre du temps au manning et au lieu de faire un tri un peu plus efficace, dès les urgences, sur par exemple un rythme cardiaque fœtal, retardé à cause du manning ou des choses comme ça, hein. Et on avait vu, je me souviens, tu m'avais dit, des centres qui utilisent maintenant le manning modifié. Le manning modifié, ça comprend quels, items? Le Manning modifié, du coup, ça comprend, 2 items, c'est-à-dire le CTG, donc le cardiotocogramme associé à l'index de liquide amniotique, donc ça veut dire, la mesure de la grande citerne. Et c'est vrai que ça peut être une bonne alternative. Une alternative plus rapide au moins, on va dire, on et puis il y a peut-être un petit peu moins de Exactement. variabilité si on commence pas à regarder le tonus fin ou des choses comme ça. C'est vrai que ça a l'air intéressant, mais ça aussi, c'est pas encore assez étudié, mais ça pourrait être intéressant. Oui, ce que je voulais rajouter juste sur le par rapport au score de Manning, c'est que, par contre, quand on a un résultat qui est, avec un score du coup, qui se base du coup sur 5 items avec 2 points par item, donc quand on a un score qui est correct à 10/10, on peut par contre être rassuré et ce qu'on trouve dans la plupart des études, c'est qu'il y a quand même une, valeur prédictive négative qui est excellente pour ce test. Donc, c'est-à-dire que c'est un test quand il revient, normal, on peut être rassuré. Comme le rythme cardiaque fœtal au final, hein, c'est toujours ça qui est Exactement. on arrive à bien trier, à avoir une bonne valeur prédictive négative et c'est toujours plutôt pour la valeur prédictive positive qu'on a peur un peu d'intervenir trop, alors qu'il y a Exactement. rarement des complications et en même temps, bien sûr, on a peur de passer à côté des quelques complications graves. Finalement, est-ce que certaines guidelines au niveau international se sont positionnées, sur un protocole, sur une attitude, dans les diminutions des mouvements actifs? Oui, alors, pour ce qui est des différents protocoles, enfin des guidelines internationales que j'ai pu retrouver, notamment j'ai retrouvé les, guidelines de la HERCOG, de l'Australie, Nouvelle-Zélande, société canadienne aussi de gynécologie obstétrique et puis, société américaine. Donc les 4 sociétés que je viens de mentionner, réalisent, un CTG à différents âges gestationnels, en fonction, mais en général à partir de la 26e semaine. Pour ce qui est du Manning, il est pas réalisé partout, en tout cas, ils le décrivent pas forcément comme prouvé justement, sur la base des études, donc il est pas forcément mentionné. Pour ce qui est de l'utilisation, de l'échographie, donc ils ont en général des critères avant de réaliser une échographie, c'est-à-dire il faut que ce soit des épisodes répétés de diminution des mouvements fœtaux ou une diminution, persistante, c'est-à-dire que la patiente n'a pas ressenti les mouvements durant son passage aux urgences. Il faut qu'il y ait en général des facteurs de risque associés. Donc une patiente, par exemple, qui présenterait, un diabète, on peut imaginer aussi une hypertension. En général, ils proposent de réaliser un poids,
fœtal s'il n'a pas été réalisé dans les 2 dernières semaines. Du coup, aucune guidelines internationale ne recommande l'échographie de manière systématique dans les cadres de la diminution des MAPS? Alors effectivement, il y a juste le CTG qui est en première intention, sauf pour l'ACOG où il mentionne quand même le test de Manning ou en tout cas le Manning modifié. Donc D'accord, c'est-à-dire, au moins la mesure de la grandité, hein, ça voudrait dire un examen échographique. d'accord. J'ai retrouvé aussi du coup une information intéressante sur, des tests où on peut se poser la question si on doit les réaliser ou pas, notamment la mesure de la vitesse de l'ACM et le test de Klein-Hour. Dans 2 guidelines, donc la ERCOG et les guidelines australiennes, ils mentionnent la réalisation de ces 2 tests en cas de suspicion d'anémie fœtale. Hem, dans les 2 autres, guidelines internationales, j'ai pas retrouvé d'annotation à ce sujet. D'accord, merci Taïna, c'était très clair. Donc ce qu'on retient de manière générale, c'est que la diminution des mouvements actifs fœtaux, c'est pas un symptôme qui doit être banalisé et en même temps, c'est un symptôme, fréquent. Il y a beaucoup de centres qui ont l'habitude de déclencher un petit peu systématiquement les diminutions des MAP, à partir de, par exemple, 39 semaines. En tout cas, les consultations répétées pour ce motif, doivent particulièrement nous alerter. Et aussi, dans l'évaluation initiale, on peut au moins dépister le RCU et évaluer la quantité de liquide et le rythme cardiaque fœtal. Si c'est une situation qui se répète ou de manière systématique dans certains centres, ajouter les Doppler pour essayer d'augmenter la sensibilité de l'examen au risque d'être un peu plus interventionniste. Et le test de Klein-Hour et le Doppler cérébral de l'artère cérébrale moyenne, donc c'est-à-dire le dépistage de l'anémie fœtale, à nouveau selon les centres, parfois systématiquement dès la première consultation ou quand les consultations se répètent. Et au niveau des guidelines internationales, seulement si la situation peut évoquer une anémie en particulier. Autre chose que tu souhaiterais ajouter sur le sujet? Dans les choses qu'on peut mentionner, c'est être attentif, toujours, avoir une bonne anamnèse, aller rechercher les patientes qui ont des facteurs de risque. Surajouter, on sait que c'est notamment ces patientes-là où ils risquent d'avoir, un plus mauvais outcome. Tu as raison, tout à fait. Ça doit faire partie de la synthèse de l'épisode, c'est tout à fait juste. Aussi, bien sûr, de le confronter au cumul de facteurs de risque, la situation au risque global de la grossesse en particulier. Tout à fait. Eh bien, merci beaucoup Taïna pour cet épisode et à bientôt. Merci, à bientôt. Merci à tous de nous avoir écoutés aujourd'hui. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Vous retrouverez toutes les ressources et références de ce podcast dans la description et surtout, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à lui accorder 5 étoiles, voire même à en parler autour de vous. Métro, boulot, gynéco.